Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors il est temps de se mettre à se préparer à observer les planètes. Alors nous allons vous aider à préparer vos observations astronomiques en ce mois d'août 2020. Alors au programme des éphémérides du ciel, nous aurons le pic de la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Nous aurons aussi l'élongation ouest de Vénus et nous verrons l'opposition de la planète naine Cérès. Ensuite, nous commenterons bien sûr l'activité solaire du mois précédent. Et pour terminer, eh bien, quoi de mieux que de belles photos que nous allons vous montrer. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Pascal et à Mathieu, nos deux habituels chroniqueurs et astronomes amateurs dans le 49. Et pour commencer, nous allons parler de cette pluie d'étoiles filantes des Perséides, dont le pic c'est le 12. Alors c'est l'essaim le plus populaire et le plus spectaculaire de l'année, parce qu'il se produit dans l'hémisphère nord. Donc Pascal, je te laisse la parole. Voilà, donc merci, comme tu viens de le dire, c'est la pluie d'étoiles filantes la plus importante de l'année. Donc tous à vos jumelles, vos télescopes, tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas la rater. Et l'avantage, c'est qu'en plus, cet essaim tombe pile en pleine saison estivale. C'est la meilleure période pour observer. Voilà, ouais. Donc, et puis avec ou sans Covid, on essaiera quand même de l'observer. Alors quand est-ce qu'elle vient? Bien, comme tu l'as dit, en fait, son pic, ça sera le 12, mais elle a commencé. Déjà, elle a commencé le 17 juillet. Ouais, c'est ça. Et elle va se terminer, en fait, le 24 août 2020. Alors, combien peut-on s'attendre à avoir d'étoiles par heure? C'est ce qu'on appelle le taux horaire zénithal moyen. Eh bien là, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que c'est très variable. En 2016, il y en avait 150. En 2014, 68. En 1996, entre 200 et 400. Ouais. Et je crois que Mathieu, tu m'avais dit qu'il y avait aussi très peu en 2000. En 1920, oui, effectivement, on avait un pic qui était seulement de 4 météores par heure. C'est très faible. Donc c'est très très variable, ce qui ne donne pas une raison pour ne pas essayer de les apercevoir. Alors surtout qu'en plus elles seront assez rapides quand même, puisque on compte à peu près 58 km par seconde. Donc c'est relativement rapide pour une pluie d'étoiles filantes. Alors elle semblera venir de quel coin? C'est ce qu'on appelle son radiant. Et bien là, en fait, elle sera à la frontière de Persée, Cassiopée et la Girafe. D'accord. Donc au moins une triangulation assez facile donc à repérer dans le ciel pour donc attendre cette pluie d'étoiles filantes. À partir de quand, de quelle heure l'observer? Eh bien plutôt en deuxième partie de nuit, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures du matin. Alors voilà. 5 heures du matin parce que justement le jour va commencer à venir, donc on la verra moins. Et puis avant, eh bien c'est pas bien non plus parce que là, à cause de la Lune, d'ailleurs tu me disais Mathieu que la Lune là sera dans son dernier quartier. Oui, en fait, dernier quartier, et surtout, en plus elle sera du côté du radiant. Elle sera auprès du radiant, effectivement. Voilà, effectivement. Donc... Et puis donc, pourquoi en deuxième partie de nuit? Surtout parce que le radiant va être assez bas sur l'horizon, avant minuit. Ouais. Donc c'est plutôt à observer, effectivement, en deuxième partie de nuit. Voilà, tout à fait. Alors pourquoi les Perséides sont intéressantes à observer? Bien tout simplement parce qu'elles sont très riches en bolides. Oui, oui. Bolides, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, ce sont des très grosses étoiles filantes. Exactement. Donc c'est vraiment, pour l'œil, c'est quelque chose de magnifique. Donc de grosses météores comme ça que l'on pourra voir. Alors cette pluie est également associée à la comète 109 Swift-Tuttle, qui nous rend visite tous les 133 ans. Et d'ailleurs, son dernier passage, c'était en 1992. Donc, si vous voulez
Pour la prochaine, faut rajouter 133 ans, C'est ce ça. qui nous Ça rend nous amène au-delà de 2100. 2100. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Hein. Ça fait un peu loin. Très bien. Mm, mm. Voilà ce qu'on peut dire donc des Perséides. Voilà, dommage un peu pour la Lune, ça va gâcher un peu, mais bon, on aura un mois quand même pour les observer, donc Oui, voilà, ça nous c'est laisse ça. un peu de temps. Le 13, c'est l'élongation ouest maximum de Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer sur Vénus, Mathieu? Oui, alors, bon, déjà, comment l'observer Ouais. peut-être Elle se lève donc vers 3h30 du matin. Donc évidemment, ne pas tenter l'observation avant, ce sera inutile. Ouais. Donc à partir de 3h30, elle se lève et elle culmine vers 6h30 plein est. Donc là, elle commence à être bien haute au-dessus de l'horizon et c'est le meilleur moment pour l'observer, juste avant quand même que le soleil commence à se lever. Parce qu'après, effectivement, même si elle est encore visible à l'œil nu dans le ciel diurne, c'est-à-dire le ciel de jour, c'est un peu limité. Il faut quand même être expérimenté pour pouvoir la trouver. Donc le mieux, c'est le matin, un peu quelques dizaines de minutes avant que le soleil se lève peut-être, parce que ça permettra comme cela de pouvoir la voir avec la meilleure résolution possible. Donc comment est-ce qu'on peut la voir? Eh bien pendant les quelques jours autour et suivant le 13, eh bien la Lune accompagnera l'étoile du Berger. Et ça, c'est une information importante parce que ça permet de voir les deux astres dans le même champ. Donc elle sera dans les Gémeaux. C'est une constellation qui est plus ou moins connue, mais elle est située pas très loin de la constellation d'Orion. Et ça, c'est une constellation qui est beaucoup plus célèbre. Et surtout, c'est une constellation hivernale. Alors, là où je voulais en venir finalement, c'est que cette constellation d'Orion se lève donc sera à droite de Vénus, le matin de bonne heure, et elle se lève à peu près en même temps que la planète. Et la voir dans le ciel, c'est très symbolique, parce que la voir au petit matin, alors que le mois d'août n'est pas terminé, fait toujours un petit quelque chose. Ça nous permet de constater la lente mais implacable course du temps et des saisons. Mm. Alors, est-ce qu'on peut aussi faire de la photo sur Vénus? Oui, effectivement, on peut prendre la planète en photo. Alors, il y a différents moyens de le faire. Pour ceux qui sont novices éventuellement en photographie planétaire, en astrophotographie tout court, et même si vous n'avez pas un télescope qui est motorisé, alors le fait de ne pas avoir un télescope motorisé, c'est pas gênant. Parce que les planètes sont des astres très brillants, qui demandent donc des temps de pause assez faibles, et la motorisation n'est pas nécessaire pour suivre la planète, et donc avoir une photo qui ne soit pas floue, finalement, donc qui soit bien nette. Donc pour les novices, peut-être un smartphone à l'oculaire de son télescope, ou alors un petit compact qu'on va fixer avec des pinces à imagerie, qui permettent de fixer le petit compact sur l'oculaire du télescope. Et déjà, c'est tout à fait suffisant pour avoir une belle image de la planète. Alors effectivement, après, si vous voulez faire de l'imagerie un petit peu plus détaillée, là, il va falloir se tourner vers des caméras planétaires. Donc avoir un télescope qui permette de supporter ces caméras planétaires. En général, les caméras planétaires sont au coulant 2 pouces. Or, tous les télescopes n'ont pas un porte-oculaire au coulant 2 pouces, donc éventuellement, il va falloir juste veiller à cela. Et sinon, donc une caméra planétaire, donc déjà va vous sortir de belles images brutes, mais la fonction d'une caméra planétaire, c'est ensuite de faire du traitement par derrière. Et pour ça, vous avez des logiciels, donc il y a vous avez des logiciels comme Registax ou AutoStackert qui vont vous permettre d'empiler ces images. Un tutoriel d'ailleurs à ce sujet. Alors, ton premier tutoriel. Non, ça c'est un tutoriel des images. Pour l'empilement des images en astrophotographie du ciel profond. Ah oui, c'est du ciel profond. Pour le planétaire, c'est encore différent. Voilà, éventuellement j'en ferai peut-être un si l'occasion se présente, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà. Donc Registax ou AutoStackert, ce sont les logiciels qui vont vous permettre d'additionner toutes les images de votre prise de vue, parce que les caméras planétaires en fait prennent des vidéos et non pas des photos, attention. Et donc les logiciels vont vous permettre de sélectionner chacune des photos qui sont intégrées à la vidéo, de les assembler
et donc d'avoir une belle image finale. D'accord. D'accord. Maintenant, nous avons le 28, l'opposition de la planète naine Cérès. Alors, ça a quand même une ressemblance un peu avec un astéroïde. Cérès, c'est la planète naine. Pourquoi on parle alors de planète naine? Oui, alors en fait, effectivement, il y a 3 catégories. Donc il y a les planètes, il y a les astéroïdes, et il y a une entre deux, les planètes naines. Donc c'est pas tout à fait un astéroïde, mais c'est pas non plus tout à fait une planète. Dans le cas de Cérès, par exemple, donc c'est le seul représentant de sa catégorie de planète naine dans la ceinture principale d'astéroïdes. Il y en a d'autres, mais au-delà de Pluton. Et en fait, elle est dans cette catégorie pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'elle est sphérique, contrairement à un astéroïde qui lui est de forme un peu aléatoire. Voilà. Et puis parce que ça n'a pas tout à fait la taille ni la masse pour la mettre dans une planète, pour la mettre dans la catégorie des planètes. Et effectivement, les planètes naines, en général, c'est le cas aussi de Pluton, sont situées sur des orbites qui sont très encombrées. Cérès est parmi ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, donc vous avez plein de représentants d'astéroïdes qui se situent sur ce chemin-là, orbital, alors que des planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ont nettoyé leur orbite de tous ces petits corps, ou en tout cas les ont organisés de façon à ne pas les embêter, entre guillemets. Ils les ont parqués un petit peu dans des camps de concentration, entre guillemets. Voilà. Alors comment la trouver dans le ciel, Cérès? Alors, Cérès, donc, elle est très bas sur l'horizon sud, en milieu de nuit. Donc, en milieu de nuit, c'est entre minuit et 2h, 3h du matin, voilà, hein, grossièrement. Et donc, ce que vous verrez, eh bien, c'est une étoile assez brillante, un peu isolée, très bas sur cet horizon-là. Eh bien, cette étoile s'appelle Fomalhaut. Fomalhaut, c'est l'étoile principale du Poisson austral. Et en remontant un peu vers le nord, à partir de cette étoile, eh bien, se cache la planète naine Cérès. Elle est invisible à l'œil nu, donc c'est inutile d'essayer de l'observer. Par contre, elle est observable avec des instruments de type jumelle, là déjà c'est possible, ou même avec un télescope. Par contre, c'est une étoile qui est assez faible en brillance et en luminosité, et donc du coup, elle va avoir tendance à se confondre un peu facilement avec les étoiles qui sont de même luminosité dans le champ de votre instrument. Donc à ce moment-là, mieux vous munir d'une carte du ciel détaillée et bien repérer la zone où se place Cérès pour arriver à la démasquer. Ce sera l'étoile manquante sur les cartes du ciel, qui ne représente pas Cérès, bien entendu. Alors si vous pensez l'avoir repérée maintenant, revenez-y régulièrement en l'espace de quelques jours. En effet, si c'est la bonne, eh bien elle ne devrait plus se trouver au même endroit et avoir bougé par rapport aux autres étoiles que lors de votre observation précédente. Un jeu de piste en quelque sorte. L'effet peut être marqué en astrophotographie. Donc là, dans la même nuit, vous pouvez prendre des clichés à des périodes différentes, peut-être en début de nuit ou en milieu de nuit, en fin de nuit. Et du coup, eh bien, vous verrez qu'en fait, la planète naine se déplace par rapport aux autres étoiles, par rapport au fond du ciel, finalement. Et en 1 ou 2 heures à peu près, vous pouvez suivre le mouvement de Cérès, ce qui sera suffisant pour s'assurer de sa présence sur les clichés. Et alors, je voulais parler aussi d'une autre observation que vous pouvez faire également à côté. Très largement au-dessus de Cérès, se situe donc toujours haut sur l'horizon sud, la planète naine Neptune. Alors c'est pareil, elle est un petit peu comme Cérès, c'est-à-dire très peu lumineuse, et donc elle va se cacher à l'œil nu. Par contre, avec des instruments, jumelles, télescopes, effectivement, elle va se dévoiler. Un télescope sera un petit peu mieux pour l'identifier par rapport aux jumelles. Les jumelles permettront de distinguer une étoile de très faible luminosité, mais sans plus. Elle est loin. Exactement. Et alors, Neptune, comme toutes les autres planètes du système solaire, se place sur l'écliptique dans le ciel. Et c'est là où je voulais en venir, pour parler en quelque sorte du mécanisme des orbites dans le ciel. Et en fait, l'écliptique, c'est quoi? En fait, c'est une ligne imaginaire qui matérialise le plan sur lequel se trouvent les orbites des planètes par rapport au Soleil. Alors, toutes les planètes se situent
sur cette ligne de l'écliptique. Neptune ne fait pas exception. Par contre, vous remarquerez que en prenant donc Neptune pour base de votre ligne imaginaire, donc qu'est l'écliptique, eh bien Cérès est quand même très éloignée de cette écliptique-là. Elle se trouve largement en dessous de ce plan. Effectivement, Cérès, lorsque vous regardez le système solaire en 2D, les orbites du système solaire en 2D, eh bien vous constatez que les orbites des planètes du système solaire sont effectivement sur le même plan. Par contre, vous verrez l'orbite de Cérès inclinée. C'est aussi le cas d'autres objets du système solaire. C'est le cas notamment de Pluton. Ouais. Peut-être éventuellement de la planète naine si on la trouve un jour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à la trouver. Parce que l'écliptique, c'est une bande qui est quand même restreinte dans le ciel. Et quand on sort de l'écliptique, eh bien, le ciel après est très vaste. Et donc c'est pour ça que la planète 9... Oui, on en a voilà, parlé il y a pas la longtemps. planète 9, on a un petit peu de mal à la trouver parce qu'on n'a pas réussi à restreindre la zone de recherche. Mais bon, là on sort un petit peu du sujet. D'accord. Merci Mathieu pour nous avoir commenté ces événements. Alors d'ailleurs, je voulais dire que on pourra observer Neptune ce mois-ci puisque le mois prochain c'est elle qui passe à l'opposition. Donc si vous voulez commencer déjà à faire des observations, n'hésitez pas. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir passer à une autre partie de cette émission et nous allons maintenant parler du Soleil. Alors quelle a été son activité le mois dernier? Depuis fin juin, on a observé plusieurs ébauches de taches solaires. Mais elles n'ont jamais réussi à se stabiliser et n'ont tenu au mieux que quelques heures ou dizaines d'heures avant de disparaître. Pas assez pour les répertorier comme taches solaires à part entière. La très faible activité du Soleil nous permet de constater que nous sommes toujours au creux de la courbe de ce qu'on appelle le minimum solaire. En 2019, donc l'année dernière, le Soleil avait passé 281 jours sans tâche et la production en 2020 suit apparemment le même rythme jusqu'à maintenant. Une telle faiblesse ne s'était pas vue depuis plus de 100 ans. Pas d'inquiétude cependant, le Soleil ne se bloquera pas dans son minimum solaire, produisant un mini-âge glaciaire sur Terre, comme certains le craignent. Pourtant, on aurait bien besoin en cette période où en cette période estivale, et surtout cette période où on connaît un réchauffement climatique. Ouais. Rappelons que le 29 mai, le Soleil a connu la plus forte éruption solaire depuis 2017. Autre signe, eh bien on a également observé diverses taches du cycle solaire 25 depuis le début de l'année. Certes petites, mais qui montrent clairement, tout ça c'est des indices qui montrent clairement que le cycle solaire 25 est en train de démarrer, alors doucement certes, mais on est bel et bien en train de quitter le cycle solaire 24 pour aller dans le cycle solaire 25. Donc on n'est pas coincé entre deux cycles, comme certains pourraient éventuellement le penser. Donc le Soleil se porte bien. Le Soleil se porte bien, même si effectivement il n'y a pas grand-chose à voir en ce moment, si certains tentent de l'observer au télescope avec un filtre évidemment. Équipez-vous et restez prudents. Ouais, c'est ça, ouais, très prudent. Nous allons maintenant passer aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Et à commencer par la Lune. Alors le 3 août à 17h58, ce sera la pleine Lune. Le 9 à 15h51, la Lune sera à l'apogée. Le 11 à 18h47, c'est le dernier quartier. Le 19 à 4h41, c'est la nouvelle Lune. Le 21 à 12h59, la Lune sera au périgée. Et enfin, le 25 à 19h58, ce sera le premier quartier de la Lune qui sera visible. Pour ce qui est de Mercure, elle sera difficilement visible peu avant le lever du Soleil, au début du mois. Et elle deviendra inobservable au milieu du mois. Vénus sera visible en fin de nuit. La planète naine Cérès sera observable en seconde partie de nuit au début du mois et deviendra un peu plus largement visible à partir du 15 du mois. Pallas, l'astéroïde, sera observable toute la nuit au début du mois, puis deviendra pratiquement observable toute la nuit à la fin du mois.
Junon, l'astéroïde, sera observable en première moitié de nuit. Et l'astéroïde Vesta sera observable en toute fin de nuit au début du mois. Puis il sera visible peu avant le lever du soleil. Mars sera observable en seconde partie de nuit au début du mois et sera observable pratiquement toute la nuit à partir du 15 du mois. Jupiter sera observable une grande partie de la nuit. Saturne sera observable toute la nuit pratiquement au début du mois, puis observable une grande partie de la nuit à la fin du mois. Uranus sera observable en seconde partie de nuit. Neptune sera observable pratiquement toute la nuit. Et Pluton sera observable aux instruments astronomiques pratiquement toute la nuit aussi. Voilà que se termine bientôt cette émission. Mais avant, nous allons vous présenter 2 photos très intéressantes. Alors, je commence par la tienne, Mathieu. Voilà, donc, évidemment, comme vous le savez, la star de ce début de saison estivale, eh bien, c'est une nouvelle venue dans notre ciel. Elle est visible à l'œil nu. Elle est passée près du Soleil le 3 juillet. Elle va passer près de la Terre le 23 juillet. Au moment de l'enregistrement, nous sommes encore qu'au début de la vingtaine du mois. Tous les médias en parlent. Tous les médias en parlent, effectivement. On voit quelque chose de brillant dans le ciel. Elle est visible à l'œil nu, effectivement. Et on observe non pas une, mais 2 queues. Il s'agit d'une comète. La comète C2020 F3 Neowise. Eh bien, cette comète, voilà, je l'ai photographiée. Alors, la photo que je vais vous présenter, donc, c'est une photo qui a été empilée et traitée. Donc, il s'agit de 10 images que j'ai empilées sous le logiciel donc, DSS, un logiciel qui est théoriquement prévu pour empiler des images de ciel profond. Et qui a été traité avec le logiciel GIMP, voilà, pour faire ressortir les détails de la comète. Donc vous voyez donc, non pas une, mais 2 queues. Eh bien, la première queue, donc, qui est la plus brillante et qui est un petit peu courbée, c'est une queue de poussière. Ensuite, plus discrètement, juste à côté, vous avez une queue qui est, cette fois-ci, plus rectiligne, beaucoup plus faible aussi, et de couleur bleue. En fait, c'est la queue ionique, c'est la queue de gaz, qui dépend directement de l'influence du vent solaire. Et donc effectivement, donc c'était photographié avec un réflexe Canon EOS 1300D, donc un appareil photo basique, hein, entre guillemets. Avec n'importe quel appareil photo, vous pourrez photographier la comète. J'ai eu l'occasion de le faire également avec un appareil photo compact, même également avec donc divers réflexes, mais sans traitement. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de traiter, vous aurez la comète sans aucune difficulté. Donc c'est vraiment quelque chose que j'encourage tout le monde à faire avant qu'elle ne s'en aille. Parce que je rappelle que le 3 juillet, donc elle passait au plus près du Soleil et forcément elle était la plus brillante dans le ciel. À l'œil nu, je crois qu'elle atteint la magnitude 0 ou 1 environ. Là elle est actuellement de magnitude 2. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle va aller en augmentant par la suite. Apparemment, donc, elle pourrait devenir invisible à l'œil nu vers la fin août, début septembre. Donc il faut quand même se presser un petit peu si on veut vraiment tenter de l'observer, mais c'est tout à fait faisable. À l'œil nu, il faut attendre que le ciel soit bien noir. Voilà, c'est la seule recommandation que je puis faire. Donc, vers vous localisez, là en ce moment vers 23h30 environ. La nuit commence à bien tomber. Et puis aux jumelles, vous n'avez même pas besoin d'attendre jusque-là. Aux jumelles, c'est un très très joli spectacle. Là, vous voyez le coma, c'est-à-dire la chevelure de la comète. Ce qu'on appelle moins officiellement son noyau, mais en fait c'est pas son noyau parce que son noyau, qui est le cœur rocheux de la comète, lui n'est pas visible, même avec les plus grands télescopes du monde. Et vous avez également accès à la queue principale de poussière de la comète, qui est très jolie une fois que la nuit est bien tombée, avec des jumelles de 30, 40, 50 mm d'ouverture. Tu rappelles dans quelle direction Direction, donc là elle est en ce moment localisée dans la Grande Ourse. Alors,
un petit peu en bas de la casserole, qui est la partie de la grande ours que l'on connaît le mieux, mais la grande ours a des extensions qui sont un peu moins populaires. Voilà, donc elle est dans la grande ours officiellement, mais en dessous la casserole. Donc entre la casserole et l'horizon. Voilà. N'importe qui peut l'avoir. Exactement. C'est ça. Exactement, c'est ça. Donc après, vous pouvez utiliser effectivement des logiciels qui vous permettront de faire des observations de nuit, pour permettre de la repérer. Alors sur Stellarium, il faut faire des mises à jour pour cela, mais c'est faisable. Sinon, vous avez d'autres logiciels qui vous permettront de... Par exemple, Stellarium Mobile qui met automatiquement à jour... donc là, par contre, c'est sur tablette, mais qui met automatiquement à jour, et donc vous avez la comète Neowise qui paraît sur les cartes du ciel. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà ma photo du mois, qui est la photo, je pense, de tout le monde. Félicitations. Voilà. Oui, c'est ça. On a à peu près tous la même. Très belle comète. Et tu disais d'ailleurs qu'on pouvait la prendre avec presque tous les appareils photo, Oui. mais on peut aussi la prendre avec un simple smartphone. C'est la photo que je vous présente d'ailleurs, que j'ai prise moi-même avec mon smartphone. Alors voilà, simplement en mode manuel, à 1600 ISO, avec un temps de pause de 8 secondes. Donc ça donne aussi de très belles photos. N'hésitez pas, c'est à la portée de tout le monde de faire ça. Donc ça permet d'avoir un souvenir de cette comète qui est magnifique. Alors, c'est une comète qu'on pourra peut-être observer aussi lors des Nuits des Étoiles, qui auront d'ailleurs lieu du 7 au 9 août, donc du vendredi au dimanche, un peu partout en France. Et d'ailleurs, je crois que Mathieu, tu voulais dire quelque chose là-dessus. Oui, voilà, bon, ce sont des manifestations qui ont lieu tous les ans. Donc cette année, vous savez que c'est exceptionnel, puisque nous avons un intrus qui s'est imposé dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Il s'agit du coronavirus. Et ça a perturbé beaucoup de manifestations en cette année 2020. Et les Nuits des Étoiles également, même si officiellement l'Association française d'astronomie qui gère ces manifestations a tenu à conserver donc la bonne tenue de cet événement national. Et donc, eh bien, ça a lieu un peu partout en France. Donc après, pour vous renseigner sur le lieu le plus proche de chez vous, eh bien, vous allez sur le site donc, de l'AFA, l'Association française d'astronomie. Et là, on vous donnera donc une carte avec les principales manifestations proches de chez vous. Il faut savoir que ces manifestations sont dirigées par des clubs d'astronomie de manière bénévole. Sont gratuites. Voilà, l'entrée est gratuite et libre, vous aurez accès à tous les instruments disponibles. Donc c'est l'occasion de faire de belles observations. Donc évidemment, on va se concentrer sur les planètes qui sont observables en ce mois d'août. On fera aussi peut-être une observation des étoiles filantes Perséides. On pourra observer quelques objets du ciel profond, là encore si le temps le permet. Et pourquoi pas la comète, voilà. Neowise. Voilà. Et on peut rajouter que si effectivement on participe à ces manifestations, eh bien, on n'oublie pas d'apporter son masque. Effectivement, alors là ça va être très important. Le masque, donc les distanciations sociales, évidemment, ne pas les oublier. Et puis, je voulais rajouter également qu'à cause du coronavirus, eh bien, les manifestations sont un peu moindres que les années précédentes. C'est ce que j'ai remarqué en tous les cas en jetant un coup d'œil sur la carte des manifestations de la fin. Voilà, peut-être juste un petit truc pratique aussi. Si on doit regarder plusieurs choses dans l'oculaire, eh bien peut-être ne pas mettre son œil complètement. Voilà. Ou apporter en tout cas du gel hydroalcoolique. Voilà, c'est un conseil qui est donné même en temps normal, puisque lorsqu'on colle l'œil à l'oculaire, eh bien, on est susceptible de bouger le télescope. Et donc, c'est beaucoup moins agréable pour observer quand le télescope bouge. Voilà, mais on essaye de tenir l'œil voilà, sinon, il existe des œillets personnels que l'on peut avoir. Oui, aussi. Voilà. Ouais. Et puis, les organisateurs, de toute façon, prendront toutes les précautions utiles pour que on puisse en profiter. Voilà, qu'on puisse en profiter un maximum tout en restant prudent. C'est ça.
Merci Mathieu et Pascal de nous avoir présenté ainsi tous ces événements. Et merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement dans nos émissions, que ce soit les abonnés, mais aussi ceux qui n'y sont pas. Et d'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur des suggestions que vous pouvez nous faire. En tout cas, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour les éphémérides du mois de septembre 2020. Alors d'ici là, eh bien, restez à l'écoute, fouillez notre chaîne pour voir d'autres vidéos qui vous seront utiles. Et nous vous souhaitons un bon mois d'août dans vos balades célestes.